sœurs, bonjour. Bienvenue sur notre chaîne La Voix des Chrétiens. Je suis dans l'émission Face à Face avec notre frère Henri Leka. Bonjour Henri. Bonjour Bibi. Bienvenue sur notre chaîne La Voix des Chrétiens. Merci de m'inviter. Je vous en prie. Nous sommes ici pour parler de Lydia Muchebele, qui n'est pas là, mais vous allez nous la faire vivre. Comment se passe la campagne? La campagne se passe très bien. Oui. Elle s'est amorcée d'une manière très vite. Et donc là, maintenant, il reste 30 jours. Et donc, nous sommes vraiment en pleine campagne. Les affiches sont en train d'être placées. L'équipe est en place et tout le monde essaie de travailler pour le maximum. Notre maximum, c'est que Lydia soit élue. Et vous vous présentez comment? Est-ce que vous êtes l'ombre de Lydia? Est-ce que vous vous sentez étouffé? Ou bien vous êtes un homme qui l'a porté en avant? Ou bien vous êtes un colleur d'affiches? C'est une très bonne question. C'est-à-dire que je connais Lydia depuis plus de 24 ans. Et donc, nous avons développé une relation de respect, une relation d'adulte. Moi, je suis un peu son grand frère. Dans le civil, je suis consultant coach, donc ce qui me permet de temps en temps de la conseiller, de lui donner certains conseils concernant non seulement la campagne, mais aussi parfois concernant d'autres sujets sur lesquels nous travaillons. Et puis, en tant que coach, eh bien là, je peux vraiment développer son meilleur potentiel. Parce que c'est vraiment là-dessus que je m'intéresse. Donc c'est vraiment développer les meilleures qualités de Lydia. Et pour la campagne ici, être son porte-parole, elle ne sait pas être partout. D'ailleurs, elle s'excuse de ne pas pouvoir être là. Mais c'est vraiment pouvoir montrer tout ce que Lydia est capable de faire et le dire aux autres. Mais de l'adolescente que vous avez connue à la femme qu'elle est devenue, qu'est-ce qui a motivé ses choix? Ses choix, par exemple, aujourd'hui, de rentrer en politique? Beaucoup de choses. Je pense qu'elle a vécu pas mal de discrimination, pas mal d'événements parfois douloureux que la plupart d'entre nous vivons en tant qu'immigrés, en tant que nouveaux arrivants dans ce pays. Et donc, à un moment donné, à la fin de ses études de droit, elle s'est dit, mais pourquoi pas me lancer en politique? Parce que, au fait, la politique, c'est là où se décident les choses. Et elle voulait avoir, de par son caractère, justement, Lydia, qui est très battante, très souriante et qui a toujours envie de pouvoir décider sur les choses et non pas être, je veux dire, paresseuse. Ou juste subir. Ou juste subir, oui. Exactement. Elle veut être actrice. Elle voudrait être actrice et développer cela. Et alors, elle s'est lancée en politique parce que, elle avait beaucoup de demandes. Vous savez, Lydia, c'est une personne qui est très attachante, mais aussi très sociale. Et donc, elle rencontre pas mal de gens, elle connaît pas mal de gens avec qui elle s'entend très bien. Et donc, les gens lui remettaient un peu tous leurs soucis, tous leurs besoins, toutes leurs difficultés et souvent les obstacles auxquels il faisait face dans la vie de tous les jours, que ce soit en tant que parent, en tant que jeune étudiant, en tant que parfois même entrepreneur pour le logement, etc. Et donc Lydia s'est dit, tiens, le meilleur endroit où je peux influer ou influencer les décisions, c'est de faire la politique. Et c'est comme ça qu'elle s'est lancée dans l'arène politique. Vous me dites qu'elle a fait des études de droit. Je suppose qu'elle a travaillé quand même un peu avant, puisque vous dites qu'elle a eu beaucoup de demandes. Donc elle a travaillé un peu avant. Et elle n'a pas rencontré un peu quelques difficultés dans le monde du travail. Est-ce qu'elle ne s'est pas décidée en disant, tiens, j'ai rencontré de la discrimination là, et je vais aller dans la politique, c'est une arène ouverte à tout le monde. C'est exactement ce que je disais. Mais les discriminations ont commencé bien avant. Je me rappelle lorsqu'elle était jeune adolescente, je pense vers 14-15 ans, à l'école, l'institutrice lui disait « Écoutez, madame, vous devrez peut-être chercher la formule coiffure ou esthétique. » À ce point. À ce point. Et donc, il a fallu que ses parents, qui sont très
soucieux de l'éducation de leurs enfants, il a fallu que les parents prennent leurs responsabilités et disent fermement non, elle est capable de continuer en latin, en maths, et ainsi de terminer ses études, les études générales qui lui ouvrent toutes les perspectives. Et ça, c'est un point très intéressant, excusez-moi de vous abréger, parce que nous avons beaucoup de cas ainsi où nous avons des enfants issus justement de l'immigration, où on dit votre enfant n'est pas capable, il doit aller voir un psychologue, ou il doit être redirigé. Donc vous nous apprenez qu'il y a une possibilité pour les parents de refuser et de diriger un peu mieux leurs enfants. Bien sûr, là je vous parle en connaissance de cause parce que je suis aussi parent et donc je sais très bien que ce soit dans le système francophone ou même dans le système néerlandophone, les parents ont une grosse responsabilité vis-à-vis de l'éducation et surtout de la formation scolaire de leurs enfants. Et quand bien même un professeur, un instituteur ou ce qu'on appelle les centres PMS peuvent dire, vous avez le droit de refuser et de dire, ben écoutez, je vais prendre un professeur de maths et mon enfant va travailler plus en maths pour qu'il puisse réussir ses examens. Et donc c'est vraiment, et Lydia, je pense qu'elle est vraiment là pour vous aider à prendre position, à révéler vos droits et finalement à les appliquer. Je pense que c'est un peu ça, faire la politique. C'est vraiment dire aux personnes qui ont des problèmes, qui ont des soucis, eh bien, nous sommes votre partenaire sur le terrain. Peu importe le problème que vous puissiez affronter ou faire face. Vous avez dit que vous êtes coach en image. Je vois quand même son image s'est beaucoup développée depuis le début. Elle a été dans un elle a grandi. Oui, elle a été dans un parti politique où on ne la voyait pas vraiment en avance. Ici, elle a changé de parti, elle est dans un autre parti. Qu'est-ce qu'elle peut apporter de plus dans le nouveau parti? Qu'est-ce qui l'a motivée à changer? Parce que, bon, beaucoup de gens nous disent, oui, elle est chrétienne, comment ça se fait qu'être chrétien, faire de la politique, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est compatible? C'est vrai que, mais là c'est une question beaucoup plus large et je ne sais pas si on a le temps de rentrer vraiment dans les détails. C'est vrai que lorsqu'elle a commencé en politique, elle s'est lancée au CDH parce que je crois que c'était le parti qui aspirait le plus à ses désirs. Mais au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure aussi des élections, on a eu je pense 4, elle s'est rendue compte que quelque part elle était trahie. Elle ne se sentait pas soutenue et surtout pas mandatée pour tout ce qu'elle voulait réellement faire. Et c'est dans ce sens-là où elle a préféré changer de parti. Arrivée maintenant au PS, au Parti Socialiste, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que le Parti Socialiste est un parti qui est au pouvoir depuis pratiquement une trentaine d'années. C'est un parti qui a beaucoup de pouvoir. Non seulement ils sont au pouvoir, mais qui ont beaucoup de pouvoir. Et c'est un grand parti. Et elle a réellement senti comme si on l'accueillait à bras ouverts au Parti Socialiste. La preuve, c'est que elle est vraiment soutenue par les grands dirigeants du parti. Je ne vais pas vous donner des noms, mais je pourrais le faire. Il y a évidemment le Premier ministre, il y a Laurette Onkelings, il y a le chef de parti au niveau de la ville de Bruxelles qui est Philippe Claus. Donc il y a vraiment, on sent qu'il y a une grosse machine derrière et qui veulent soutenir Lydia. Et alors, Lydia, elle se sent maintenant comme un poisson dans le bain et elle est prête vraiment à nager vers les eaux profondes. Et donc, c'est vraiment pour dire que ce changement, parce que je reviens à votre question sur le changement d'image, je pense que ce changement, Lydia est arrivée à un moment d'une maturité. Je crois que c'est sa 6e élection, il ne faut pas oublier, donc elle en a déjà fait 6. Elle a quand même un terroir de voix des gens qui votent Lydia depuis des années, qui la connaissent, non pas simplement parce que elle est de tel ou tel parti, mais parce qu'elle est Lydia, parce qu'elle est proche des gens, parce que elle a un contact facile et qu'elle a su régler pas mal de problèmes, pas mal d'obstacles. Elle a su débloquer pas mal de situations pour notamment les Africains noirs, si on peut dire. Mais aussi, elle est quand même une voix dans la diaspora congolaise. Et je crois que c'est ce qui fait que
les gens s'attachent à elle et les gens se disent, tiens, si Lydia se lance dans ces élections, je serai derrière elle pour la soutenir. Ben justement, à propos de soutenir la diaspora, j'entends un peu des bruits de couloir. Il y a des gens qui disent, oui, mais on a vu une autre candidate qui est, je peux dire, qui n'est pas du même parti. Donc, pour ne pas la citer, toutes les presses en ont parlé. Donc, qui aurait défendu quelqu'un qui était expulsé. Bon, je ne veux pas demander qu'est-ce que Lydia aurait fait en ce cas-là, ce n'est pas ce que je demande. Mais il y a beaucoup de gens qui me disent quand même qu'en voyageant sur les lignes de SN, ils ne sont pas bien traités. Est-ce que les politiques peuvent un peu parler par rapport aux passagers qui payent quand même pour avoir un service? On les regarde très mal, ils sont mal accueillis, alors qu'ils iraient sur Air France ou sur une autre compagnie. Ils viennent ce sont des Belges, ils ont des papiers belges, bien que leur visage ne dit pas forcément qu'ils sont belges, mais ils demandent quand même un peu de respect. Qu'est-ce que les politiques peuvent nous dire par rapport à ça? Je crois qu'il ne faut pas confondre deux choses. Oui. Et Lydia a toujours été très claire à ce sujet. Elle est politicienne belge, elle est sur le territoire belge et elle s'occupe de la politique belge. Ici, ce sont des élections européennes, fédérales et régionales. Donc, il y a des matières bien précises sur lesquelles Lydia se focalise. Maintenant, c'est sûr que on ne néglige pas non plus, elle ne néglige certainement pas tout ce que la diaspora peut apporter, toute l'aura de ce que la diaspora peut apporter, ou l'envergure et peut-être certaines actions, certaines activités que la diaspora peut le faire, mais elle aimerait toujours que ce soit des activités concrètes, sérieuses et qui peuvent nous conduire vers l'avant. Et non pas à rentrer dans des disputes infantiles, immatures, qui ne fait que nous permettre de perdre du temps. Et donc, c'est vraiment le message que Lydia, elle est diaspora, elle est africaine, mais elle est avant tout belge, et pour des élections régionales belges. Okay. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à souligner qui est très important, parce que souvent, on fait l'amalgame et alors on perd, on est distrait dans l'objectif que l'on veut s'assigner. Ok. Et maintenant, en tant que j'apprends quand même, vous me dites que vous avez connu Lydia à l'église, je suppose qu'elle a des activités à l'église. Comment elle peut concilier le fait d'être une chrétienne, d'être à l'église, en tant qu'elle est fille de pasteur? Il y a peut-être des gens qui se disent « Oh oui, elle profite parce que l'église va voter pour elle ». Est-ce qu'il y a vraiment cette pression à l'église qu'il faut voter seulement pour elle, ou bien il y a d'autres candidats, d'autres partis qui viennent aussi à l'église? Non, il n'y a aucune pression, il n'y a aucune... je veux dire, il n'y a aucune indication de vote. C'est vrai que en tant qu'Église, moi je le conçois, mais là c'est personnel, oui. Je le conçois en me disant, tiens, si nous avons une candidate, essayons de voter pour notre candidate, parce que ce qu'il faut savoir, c'est l'implication qui vient ensuite. Si elle est votée, elle pourra faire valoir nos voix partout où elle ira, dans les cercles de pouvoir. Mais ce que nous avons vu ces dernières années, et je pense que c'est peut-être le système belge qui l'a voulu, et les différents partis, nous avons vu une pléthore de candidats s'engager en politique et pas nécessairement réussir. Vous savez, quand vous faites une élection et que vous avez 100 voix, 200 voix, moi je suis désolé, mais c'est vraiment une distraction et c'est une perte de temps. Et beaucoup de voix comme ça, dans la diaspora, sont... je dirais fluidifié parce que on ne veut pas que réellement un candidat ou une candidate puisse sortir du lot. Ça, c'est vraiment quelque chose dont nous regrettons. Maintenant, la deuxième partie de votre question, qui était très importante, l'Église, c'est une sorte de source d'apaisement pour Lydia. Ses activités à la chorale, ses activités à l'église auprès des enfants, auprès des adolescents, auprès des mamans, c'est vraiment une source d'apaisement. Et je crois que ça lui permet, au travers de différents rendez-vous, d'un programme hyper chargé, mais quand elle vient à l'église, c'est vraiment... C'est pour décontracter, c'est pour décompresser, et c'est vraiment pour compter sur Dieu, et nous savons que Dieu honore toujours ceux qui le servent. Donc,
Voilà, vous avez répondu à la question que j'allais vous poser en disant, comme pour l'instant c'est la campagne, elle doit se déplacer, tout, est-ce que vous n'avez pas peur qu'on vous traite de fêtard, etc. Donc vous dites qu'elle trouve son appui en Dieu. Et toujours par rapport aux chrétiens, parce que nous sommes sur une chaîne qui est destinée à la communauté subsaharienne et également aux chrétiens, est-ce que votre vote ne serait-il pas un peu trop communautaire? Je veux dire, vous ne cherchez pas des voix un peu trop communautaires pour dire uniquement les subsahariens ou les chrétiens qui doivent voter pour vous. Par exemple, si j'ai une amie musulmane, moi je n'habite pas à Bruxelles, mais je suppose que elle est pour la région de Bruxelles. Si j'ai une amie musulmane, j'ai quelqu'un d'autre à qui je peux proposer, je dis, écoute, vote un peu pour Lydia, elle va me dire, oui, mais je ne la connais pas, elle est chrétienne. Et d'abord, est-ce que ça va de pair, le christianisme et la politique? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont cru en Dieu et qui ont aussi servi en politique? Je vais vous répondre très simplement. Oui. Lydia, c'est une personne très sociale. Oui. Et il faut connaître un peu son histoire. C'est pour ça que je vous ai parlé, que je la connaissais depuis 24 ans. Elle a grandi dans un milieu en dehors, je dirais, des Congolais, en dehors des Africains. Elle a grandi à Oluwe-Saint-Lambert. Elle a étudié à l'école Don Bosco, où il y avait peut-être 4, 5, maximum une dizaine, je dirais, d'Africains noirs. Donc c'est vraiment pour dire que tous ses amis, de toute sa génération, et puis même par la suite avec ses études à l'ULB, mais elle a toujours été entourée de Belges de souche. Donc c'est vraiment pour dire que elle n'est pas braquée communautaire noire ou communautaire sectorielle, je dirais église. Religion, voilà. Elle est vraiment ouverte. Et puis, peut-être pour rajouter un élément en cela, elle a aussi énormément d'amis politiques musulmans. Et donc, même pendant la campagne ici, nous avons ce qu'on appelle des salons. Nous avons des salons de conversation avec la communauté marocaine, avec la communauté turque. Et donc, il y a vraiment des relations dans lequel Lydia encourage. Mais c'est vraiment pour vous dire que c'est la vie, c'est la vitalité au fait de Lydia. Elle n'est pas, on ne peut pas la cadrer et dire tiens, parce qu'elle est chrétienne, elle ne votera ou je ne voterai que. Lydia est vraiment ouverte et son seul but, c'est de pouvoir aider les personnes. Je m'appelle M. Achaoui Abdellah Achaoui. J'ai 48 ans et je suis comme Lydia en plein politique et donc au-delà de la politique on a un sens de responsabilité, des convictions et donc si je suis ici en tant que croyant c'est parce que justement je m'adhère et j'adhère à toute une communauté de croyantes et je pense que les gens qui sont ici sont avant tout des personnes humaines avec des convictions religieuses ou d'autres mais en tout cas témoigne d'une richesse énorme et que je partage avec elle, donc c'est important pour moi aussi. Et par rapport au fait que vous êtes croyant, pour ne pas rester tout simplement dans le fait de la croyance, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce que la croyance vous apporte de plus dans votre travail? Parce que tout à l'heure j'ai suivi un peu, vous êtes très engagé. Est-ce que votre croyance y joue un rôle ou bien c'est vraiment votre personne? Non, je pense que tout un chacun croit en quelque chose, naît croyant. Maintenant, évidemment, la discussion, on croit en qui? Et donc, nous, les croyants, on croit évidemment à la religion, à la divinité, etc. Et c'est ce cheminement spirituel qui nous guide dans tout ce qu'on fait de journalier. Alors, vous avez les chrétiens, vous avez les musulmans, mais l'essentiel, c'est de croire en Dieu qui nous guide. Et je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas cette guidance. Et je pense que toute personne qui est croyante est animée par une spiritualité. Et c'est grâce à cette spiritualité, qu'elle marche tous les jours. Elle est orientée. Et je pense que l'orientation est importante. Kalim Biriro, bonsoir. Bonsoir, madame. Tout à fait. Je suis 4e suppléante à la Chambre. Voilà, donc je vais défendre mes combats avec votre soutien. Vous allez me soutenir et c'est comme ça que je vais y arriver. Il faut, c'est énormément de voix, c'est énormément de projets quand même, énormément de projets qu'on doit faire aboutir. Et c'est pour ça qu'on a besoin de toute la communauté, de tous les amis, de tous les réseaux pour y arriver. Et merci de m'avoir convié à votre réunion ce soir.
Merci. Quand vous parlez de communauté, vous vous sentez plus intracommunautaire, quand je parle intracommunautaire, je parle de l'Afrique centrale, ou vous vous sentez vraiment intercommunautaire? Non, je me sens de partout. Je me sens à l'aise partout, d'autant plus que moi je suis ici depuis les années 75. C'est des périodes où il n'y avait pas énormément de subsahariens. Bon, j'étudiais à Louvain. Je me suis retrouvée parfois seule dans l'auditoire, seule black dans l'auditoire. Donc moi je suis une femme de partout. Partout je me sens à l'aise. Et bon, et c'est un plus si je me retrouve avec des gens de subsahariens, mais je navigue partout en fait. Voilà. Pour décider, en tout cas pour prendre part aux décisions, il faut adhérer en politique. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le Parti socialiste, le parti qui incarne pour moi des valeurs de solidarité, parce que c'est un combat pour moi, la solidarité, l'égalité, la justice. Je le retrouve dans ce parti. Et c'est pour ça que je suis depuis des années. Vous savez, ce que je peux peut-être... là où je peux peut-être insister, c'est qu'elle veut tellement aider les personnes que parfois elle s'oublie même de penser à elle, parce qu'elle veut vraiment que les grands-mères soient sereines et aient un accès aux soins de santé, que les enfants puissent avoir une bonne formation et puis ensuite après avoir un bon travail, que les entrepreneurs, même de la diversité, ce qu'on appelle aujourd'hui, les entrepreneurs puissent trouver des financements ou des subsides pour développer leur business. Donc, elle a vraiment le souci des gens. Elle a vraiment ce souci. Et puis, tout à l'heure, vous avez parlé de la diaspora. Oui. Vous savez que, par exemple, même au travers de l'Église, Lydia soutient un projet de construction d'un hôpital en République démocratique du Congo. Donc, c'est vraiment des choses concrètes. Oui. C'est pas se dire, tiens, je suis de la diaspora et j'ai pas payé le billet d'avion, on est maltraité par SN. C'est plus que cela. Oui. C'est vraiment aider aux gens qui souffrent, aider à sortir de la misère. Et c'est pour cela que, par exemple, elle soutient ce projet de construction d'hôpital à Kinkole. C'est une bonne chose, c'est une excellente chose. Donc, quand vous parlez de ce projet, nous avons des milieux associatifs, par exemple, ici, des personnes qui sont impliquées. Est-ce qu'elle a une porte ouverte, elle a une oreille à écouter, à diriger un peu ces personnes-là qui ont des projets, qui veulent les réaliser, mais qui ne savent pas toujours où aller? Et toujours dedans, vous m'avez dit qu'elle a des activités. Quel genre d'activités elle exerce, hormis la politique, ou qui peuvent quand même rendre un service à la population? Là, pour l'instant, elle est conseillère au CPS. Oui. Donc, ces 2 dernières années, elle y a travaillé. Donc, au CPS, vous savez, on rencontre énormément de gens. Oui. Avant, elle a travaillé à la communauté française comme juriste. Et puis, elle est présidente ou vice-présidente d'une association pour les jeunes femmes africaines intégrée et active. Donc, vous voyez que vraiment, elle bouge. Elle travaille aussi pour montrer une bonne image de la jeune fille. Elle est présidente du comité de Miss RDC, Belgium RDC. Et donc, elle est présente dans plusieurs associations d'Afrique subsaharienne, mais aussi d'associations d'anciens de l'ULB, d'anciens de Don Bosco. Et donc, c'est vraiment pour dire que elle a une vie active, elle a une vie épanouie, elle a une vie remplie. Et c'est vraiment dans ce sens-là qu'elle se dit, voilà, maintenant... Et c'est ça un peu son slogan, mais son slogan, on n'a pas dû le chercher longtemps. On a simplement regardé ce qu'elle faisait de mieux. Elle est notre partenaire sur le terrain. Elle peut trouver les points de décision, elle peut nous trouver les décideurs parce qu'elle est sur le terrain, parce qu'elle les connaît et parce qu'elle est au contact avec eux tous les jours. Et elle ne subit pas une influence, par exemple, au niveau de l'Église, dans sa vie, dans son travail, je veux dire, on peut lui dire, écoute Lydia, les chrétiens ont tel problème, ou bien les gens ont tel problème, est-ce que tu peux pas aller solutionner là-bas? Elle ne subit pas une influence, c'est vraiment des sujets qu'elle choisit, qu'elle mûrit, qu'elle décide de porter? C'est sûr que c'est vrai, on ne peut pas le nier, mais on essaye quand même de passer au-dessus, dans le sens où, par exemple, un parti comme le Parti socialiste prône l'équité
l'équité pour tous, le travail pour tous, sans aucune discrimination, l'égalité. Vous voyez, donc ce sont des valeurs chrétiennes à la base, même si parfois les gens en font un peu n'importe quoi, mais ce sont ces valeurs-là d'équité, de justice sociale, de solidarité, sur lesquelles Lydia se base, se forge une opinion, et finalement se dit, tiens, voilà, sur base de ça, c'est dans le programme, moi je vais essayer d'être votre voix auprès des décideurs. Moi je vais être votre partenaire sur le terrain. Plus fort nous serons ensemble, plus fort, mieux nous pourrons agir. Et in fine, ça va créer un effet boule de neige. Si elle est élue, si elle est députée, eh bien, vous voyez qu'à un moment donné, elle va prendre de l'ampleur et elle va pouvoir certainement décider sur pas mal de choses. Mais pour cela, je vous encourage, il faut d'abord les lire. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour votre invitation. Et j'ai passé un moment agréable. Je suis beaucoup plus informée parce que des fois on voit une affiche, on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière, quel est le message, quelles sont les actions qui ont été concrètement faites. Des fois, les gens ont toujours cette image un peu caricaturiste qu'on voit dans certains dessins animés où on dit citoyens votez pour moi, si vous votez pour moi je vais construire un pont, et puis on voit que le pont n'est pas construit, donc c'est un peu dans l'imaginaire populaire. Donc moi je suis très contente, j'ai eu un très bon rapport. Merci. Et je retiens aussi que vous êtes coach en image, en développement personnel. Je suis très heureuse. C'est toujours une bonne adresse à retenir. Et je suis chrétien, donc... En plus de ça, donc, et vous encadrez des adolescents. Voilà, donc les mamans qui avaient des adolescents, qui avaient des questions à poser, n'hésitez pas. Henri Leka est là pour vous. Donc voilà, si quelqu'un veut voter pour Lydia, qu'est-ce qu'il fait? Je suis dans l'urne, je dois voter pour Lydia. Alors, le PS, c'est la liste 10. Oui. Et Lydia, c'est le numéro 47. Mais le numéro 47, c'est le premier numéro de la 3e colonne. Donc vous regardez, première colonne, deuxième colonne, et le premier numéro de la 3e colonne, vous allez voir le numéro 47, Lydia. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsque vous votez par exemple pour une liste, vous pouvez voter pour plusieurs candidats. Donc n'hésitez pas à voter par exemple Laurette Onkelings, le numéro 7 Philippe Claus, et puis alors vous pourrez voter le numéro 47 Lydia. Et les gens qui ne savent pas voter, comme elle est sur Bruxelles, donc les gens ne savent pas voter pour Bruxelles, donc ceux qui sont dans l'ancienne périphérie BHV, donc hormis eux, qui peut voter? Les gens de Bruxelles? Les gens de Bruxelles, si vous êtes belge, si vous résidez à Bruxelles. Ah, ok, d'accord. Donc, et les gens des 6 communes à facilité peuvent aussi voter pour elle? Pas pour la région, non. Okay. Au fédéral, oui, mais pas pour la région. Ça va, merci beaucoup. Je vous en prie, merci beaucoup. Vous avez une personne à saluer en particulier? Mais je vous remercie pour l'invitation. Merci d'avoir invité Lydia Moutier-Bellé. Je pense qu'elle pourra continuer à vous soutenir et à développer. Et puis même, moi, ce que je voulais dire personnellement, c'est vous encourager, parce qu'on a besoin de ce genre de chaînes, des chaînes chrétiennes, qui peuvent divulguer une information juste, une information correcte, et ne pas rentrer parfois dans des polémiques inutiles, mais acquérir cette certaine maturité et permettre finalement aux gens d'être renseignés sur la vérité. Mais nous connaissons cette vérité, mais sur les différentes vérités. Ok, merci beaucoup. Voilà, chers amis téléspectateurs, vous avez suivi Henri Leka. Merci d'avoir été fidèle à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse.